Vie de famille. Savez-vous ce qu'il se passe chaque année à Cannes au mois de février ? Pendant 3 jours est organisé le Festival international du jeu. Créé en 1946, il accueille aujourd'hui 110 000 festivaliers. La France compte un nombre record de boutiques et de bars à jeux, ces cafés ludiques qui attirent plus d'1 million de clients. Alors jeux de lettres, jeux purement stratégiques, jeux abstraits, jeux pour rigoler, jeux de plateau, jeux de rôle, jeux de cartes ou jeux sans règles du jeu, il y en a pour tous les goûts, tous les âges et toutes les affinités. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, dans Vie de famille, nous parlons du jeu. Quelle place occupe le jeu dans notre famille ? Comment l'utiliser ? Comment le cultiver ? Quels sont les jeux d'aujourd'hui ? Quels sont les bienfaits et les bénéfices du jeu ? Et si l'on n'aime pas jouer ? Beaucoup de questions et des réponses grâce à Delphine Maire, invitée de Vie de famille, émission présentée par Ségolène Boussion. Bonjour Delphine. Bonjour. Après avoir été spécialisée en logistique, vous êtes devenue professeure des écoles et il y a 2 ans, nouveau changement, vous vous êtes formée et spécialisée dans le jeu comme outil professionnel d'accompagnement de la personne. Merci de vous prêter au jeu de l'interview et nous allons ensemble essayer d'apporter quelques éléments sur ce sujet du jeu en famille. Le sujet est vaste, Delphine, vous le savez bien, et tout n'est pas jeu. Mais ça veut dire quoi jouer finalement ? Vaste question, effectivement, c'est assez difficile d'y répondre et en même temps, il se passe plein de choses. Le jeu, finalement, il va dépendre quelque part du joueur, de ce qu'il va en mettre. Mais la grande idée, il y a une définition que j'aime bien qui est de dire que le jeu, c'est avant tout une activité. Donc, on est en action, libre, on décide de jouer, on décide d'arrêter de jouer, gratuite. On joue pour le plaisir, c'est tout. On ne va pas chercher autre chose et ça, c'est hyper important de ne pas mettre trop de choses derrière le jeu. Et fictive. Fictive, pourquoi ? Parce que ce n'est pas la vraie vie. Et c'est ce qui va nous permettre justement de devenir autre. Quand on devient joueur, finalement, on n'est plus soi. On est quelqu'un d'autre. On va s'engager avec ce qu'on a envie de mettre dans le jeu. Et c'est ça qui est passionnant. C'est ce côté fictif, effectivement, qui est grand garant de lâcher prise. Et un peu rassurant parce qu'on se dit finalement c'est pas la vraie vie. C'est pour un temps donné. C'est un temps donné, c'est un moment donné, je suis plus moi, je suis un autre. Et je prends beaucoup de plaisir dans ce fictif à devenir quelqu'un d'autre. C'est un peu ce processus métaphorique, c'est un bien grand mot, mais qui va faire que la personne n'est plus la personne. Elle devient joueur, elle devient joueuse et on le voit particulièrement chez les enfants. Et ça, j'allais dire, c'est obligatoire presque ? C'est une garantie d'un vrai temps de jeu. C'est une garantie de se dire, là, je suis complètement libre. Je ne réponds pas à des injonctions autres que celles que moi, je vais me donner dans mon jeu ou celles que la règle du jeu que j'ai acceptée, parce que j'ai choisi librement de jouer, me donne. Ah oui, c'est ça. Il y a cette démarche qui est très importante de dire, c'est mon choix aussi. C'est mon choix. Okay. C'est mon choix et il y a une vraie notion de consentement dans le jeu qui est très intéressante également. Et est-ce qu'on aime jouer dès le plus jeune âge ou est-ce que c'est un peu c'est de la découverte, de la curiosité ? Parce que c'est vrai que les petits, on se dit, là, il est en train de jouer, mais finalement, est-ce qu'il découvre, est-ce qu'il est curieux ou est-ce qu'il y a effectivement une notion de jeu ? C'est inné, ça fait partie de l'éducation ? C'est intéressant. Certains même disent qu'on joue dans le ventre de sa maman. Alors, je suis pas une spécialiste de la vie in utero, mais c'est vrai qu'on peut se demander si l'enfant joue pas déjà dans la vie de sa maman. Il expérimente l'espace qu'il a. Ouais. Le jeu, c'est la première façon d'expérimenter le monde pour le tout petit. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il va s'approprier le monde. Donc le jeu, c'est dès la naissance, c'est tout de suite qu'on va... alors c'est du jeu très typé, on appelle ça plutôt du jeu d'exercice, c'est-à-dire qu'on va expérimenter le monde par ses sens, par son corps, sans vraiment anticiper ce qui va se passer, mais c'est comme ça qu'on va comprendre que quelque chose est lourd parce qu'on va essayer de le porter, quelque chose est froid parce qu'on va le mettre à la bouche, quelque chose peut agacer, faire du bruit parce que plus je le fais, plus je vois mes parents qui vont s'agacer. On voit bien le moment où... Voilà. Et en fait, il faut bien comprendre qu'un tout petit, quand il fait ça, il fait pas ça pour embêter, il fait ça pour comprendre comment fonctionne le monde. Et c'est la règle finalement de la matière qui prime. Et je vais l'exercer. Et je vais voir que moi, tout petit, j'ai une puissance sur le monde parce qu'à chaque fois que je vais lancer
quelque part mon repas à terre, à chaque fois, ma mère ou mon père va avoir cette réaction-là. À chaque fois que je vais appuyer sur ma girafe, elle va faire pouette-pouette. Donc, les apprentissages. Tous les apprentissages se font par le jeu. Donc oui, c'est inné de jouer, c'est naturel de jouer, c'est une activité naturelle. Et en grandissant, le jeu va changer de forme. Oui, mais quelquefois même, on arrête de jouer. Moi, je me dis, pourquoi est-ce qu'on arrête de jouer ? Les enfants, à un moment, ils jouent différemment. Ils jouent différemment. Ouais. Déjà, ils jouent différemment. Et puis, je dirais, ceux qui arrêtent de jouer, je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui arrêtent de jouer. Peut-être que la forme change, peut-être qu'ils jouent de manière moins visible. Les adultes, peut-être, peuvent arrêter de jouer parce que ce côté fictif, gratuit, c'est ça qui est compliqué. C'est de se dire qu'il y a un moment... on va donner moins de temps à ces activités gratuites et fictives parce qu'on est quand même sans faire de sociologie, mais on est quand même dans une époque où la productivité est importante, le résultat est important. Le jeu, il n'y a pas de résultat. Et je pense qu'on en revient. Et que vous disiez en introduction très justement, le nombre de bars à jeux, tous ces festivals de jeux qui existent aujourd'hui montrent bien de la volonté des adultes de reprendre du pouvoir sur cet instant présent que permet le jeu. On est tellement embarqué toute la journée. Et on est embarqué, c'est pour ça qu'on va arrêter de jouer. C'est pour ça qu'on va donner moins de temps au jeu, parce que quelque part, y a pas de, ça sert à rien de jouer. C'est juste. Je me disais même dans la cour de l'école, est-ce que on a l'impression qu'on voit aussi, puis à un moment, c'est un peu nul presque de jouer. Alors oui, il y a le rapport social, effectivement. Le jeu, il est un peu infantilisé. Et donc, il y a toute une culture à avoir sur le côté non infantilisant du jeu, tout ce que ça représente, et de comprendre, et ce que vous faites très justement, de se dire il y a tellement de choses qui se cachent derrière le jeu, qui sont essentielles dans le développement de l'enfant, dans le développement de l'adolescent, dans le bien-être de l'adulte. Le jeu, parmi toutes ses finalités, il a une énorme fonction thérapeutique, ce qui fait que même la personne âgée qui va perdre de ses compétences cognitives, motrices, peut continuer à jouer, et le bienfait thérapeutique là prend le pas sur les bienfaits, je dirais, éducatifs, sociaux, culturels. Ce que vous voyez, vous, avec votre... Ce que je vois d'une manière mais criante à chaque fois que j'interviens auprès de personnes âgées qui ont notamment une maladie d'Alzheimer assez avancée, ces temps de jeu sont des temps de bien-être, d'action, de décision, de plaisir. Quand je sors d'une séance, je quitte des personnes qui sont joyeuses, véritablement. Moi, j'appelle vraiment ça la magie de l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et d'ailleurs, il y a toutes sortes de jeux. Alors, c'est vrai il y a tous les jeux aussi sur écran, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. C'est vraiment les jeux là en interaction. Oui. Et donc, il y a toutes sortes de jeux. Vous pouvez nous dire un peu quel style de jeu on peut trouver ? Alors, ce qu'on va connaître le plus, et ce qui est le plus communément utilisé, je dirais, c'est le jeu de règles. C'est le jeu de société, qui est le jeu que tout le monde connaît. Si vous interrogez quelqu'un, il va vous parler des jeux de société. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas que ça, parce que le jeu de règles est très exigeant et parfois même difficile. Un peu compliqué. Il y a beaucoup de gens qui vous disent « je n'aime pas jouer », mais en fait, ils n'aiment pas le jeu de règles. Parce que le jeu de règles, c'est un but du jeu, c'est un temps de jeu, c'est une façon de gagner ou de perdre. C'est souvent en mode compétitif. Donc la vie, déjà, elle est comme ça. Donc parfois, on n'a pas envie de se remettre. Moi, le soir, j'ai pas envie de faire un jeu de règles, j'ai pas envie de gagner ou de perdre, j'ai pas envie de lire une règle du jeu. Tout, voilà. Mais ce sont des jeux qui sont évidemment formidables pour tout ce qu'ils apportent. La première catégorie de jeux qui est intéressante, c'est toute la catégorie dont je vous parlais, des jeux d'exercice, qui sont des jeux purement sensoriels. Le tout petit, ça va être le mobile, qui va regarder. Nous, les adultes, ça peut être tous les jeux de manipulation, les bilboquets, des jeux les chachibos, tous ces jeux qui nous permettent d'expérimenter nos sens et qu'on adore. Ça, c'est une première première catégorie de jeux. Vous avez tout ce qui est jeux d'assemblage et jeux de construction. Là, c'est pareil, vous allez donner... Ça peut être seul ou à plusieurs, donc ça permet aussi de passer du temps ensemble. Toujours, toujours, et on se fixe ses propres règles. Il n'y a pas de but du jeu. C'est Est-ce qu'on appelle ça le jeu libre ? Alors, le jeu libre, c'est la façon d'utiliser les différents jeux, en fait. Donc, vous avez les jeux d'assemblage, vous avez les jeux d'exercice, vous avez le jeu symbolique. Hyper important. Le jeu symbolique, il apparaît quand l'enfant, il a terminé de penser qu'à lui. Vous voyez bien le petit bébé, je pense qu'à moi. Puis à un moment, je me dis,
il se passe des choses autour de moi quand même. J'ai des adultes autour de moi. J'ai, quand je rentre à l'école, une maîtresse d'école ou un maître d'école. Je vais chez le docteur, je vais à la boulangerie. Et là, je m'aperçois que le monde qui m'entoure, j'ai envie de l'imiter, j'ai envie de le reproduire. Je ne peux pas encore être docteur. Par contre, je peux jouer au docteur. Et c'est comme ça que je vais comprendre le monde qui m'entoure. Et donc, ce jeu symbolique, il est hyper intéressant, hyper important, parce que l'enfant va s'approprier le monde, va le reproduire, et après va donner de lui. En tout ce qu'il va comprendre de ce monde, il va le mettre dans le jeu symbolique. C'est une façon d'extérioriser ses émotions, d'extérioriser le monde qui l'entoure, de rejouer des scènes. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on leur laisse le temps de faire ça. Mais tellement, tellement. Et c'est là où le travail que j'essaye de faire aujourd'hui, notamment à l'école, c'est de poursuivre la possibilité de jouer en symbolique après la maternelle. Parce qu'en maternelle, on a des espaces de jeu symbolique encore. Mais souvent, il est à côté du travail. On a le travail et après, on va allez jouer les enfants. Non, il faudrait vraiment mettre du symbolique encore plus tard. Et on se rend compte, je vois dans les animations que je peux faire même au collège, si je mets une maison Playmobil, évidemment, j'enlève la boîte, j'enlève à partir de... Mais des collégiens vont jouer au Playmobil pendant des heures et des heures. On en a besoin du symbolique. Et même nous, adultes, on joue au symbolique. Les jeux de rôle, on adore ça. Le théâtre, c'est une forme de jeu symbolique. La musique, on s'exprime par toutes ces formes de jeux-là. Donc, c'est la dernière catégorie qui est essentielle. Et alors, c'est très intéressant, vous disiez aussi que la dernière année, quand vous étiez professeur des écoles, vous aviez surtout orienté votre année en laissant, enfin, on va les y raconter nous, mais beaucoup de jeux pendant l'année, le résultat que vous avez constaté aussi. En fait, je suis tombée dans le jeu comme outil professionnel en observant mes élèves. Je me suis formée à Montessori, donc pour moi, le travail individuel, l'adaptation aux besoins des enfants, ça a toujours été ce qui a conduit ma pratique. Donc beaucoup d'ateliers individuels pour mes élèves et puis quelques jeux comme ça parce que le jeu c'est sympa. Mais le jeu c'était souvent comme après le travail. Et puis en laissant mes élèves autonomes, je me suis rendu compte à quel point ils allaient prendre les jeux, ils allaient jouer. J'avais aussi une maison Playmobil, à quel point ils allaient jouer au Playmobil, à quel point il y avait des interactions, il y avait du langage. Et dans les jeux de règles que je proposais, des élèves pour qui c'était compliqué de compter, pour qui c'était compliqué de... Ne serait-ce que de prendre des risques, en fait, de se lancer dans une activité. En maternelle, on peut imaginer quand même que de compter, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Mais les enfants, déjà, ils ont cette notion-là de la réussite ou de l'échec. Et je voyais bien que dans le jeu, ça disparaissait, tout ça. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais au fond, ce jeu, c'est extraordinaire. Il se passe des trucs qui vont bien au-delà du simple occupationnel. Et c'est là où je me suis dit, je me suis formée, j'ai commencé à réfléchir sur l'utilisation du jeu de manière professionnelle. Et effectivement, la dernière année, il y avait autant de jeux que d'activités, j'ai envie de dire, pédagogiques de base. Et ma dernière inspection, ça a été un moment incroyable parce que je savais que je partais, donc je ne prenais évidemment pas beaucoup de risques, mais je l'ai fait quand même. Mes élèves n'ont fait que jouer. C'est-à-dire que l'inspecteur est arrivé, j'avais l'impression que c'était un tripot géant, ça jouait aux cartes, ça jouait aux dés, ça jouait au Playmobil. Et il a regardé, il a été assez... surpris. Il a été très surpris, il a été très intéressé. Il m'a dit, c'est hyper intéressant ce que vous faites. Maintenant, il faut absolument que vos élèves sachent ce qu'ils apprennent pour que l'apprentissage soit efficace. Et c'est là où je me suis dit, voilà la limite. Entre moi, ce que j'ai envie de faire, donner à jouer pour l'instant présent avec tout ce que ça implique derrière, ou alors de l'apprentissage par le jeu. Donc les deux sont hyper intéressants. Moi, je me suis dit, ok, j'ai envie de passer à autre chose, vraiment donner le jeu pour le jeu. Mais son regard sur cette dernière séance et cette dernière inspection a été un grand moment de ma carrière, ouais. Merci Delphine. Alors, on se retrouve juste après une courte pause musicale pendant laquelle on écoute Julien Clerc qui n'a plus les pieds sur terre quand il chante « Quand je joue ». Ne me demandez pas d'où je viens, qui je suis. Quand on est musicien, on est jamaïcain, si le cœur vous en dit. Il y a trop longtemps déjà que je traîne ma vie tout autour de la planète. Je ne sais plus très bien
préfère la nuit. Quand on est musicien, c'est peut-être qu'on vient d'une autre galaxie. Au soleil de Rio, je préfère toujours la pénombre d'un studio où je suis si bien, tout seul dans mon coin. Quand je joue, je suis bien partout. Je n'ai plus les pieds sur terre, je m'envole. Quand je joue, je suis comme un fou. Tant mieux pour vous si je perds la boussole. Je m'envole. Quand je joue, je suis comme un fou. Je n'ai plus les pieds sur terre, je m'envole. Avion supersonique, partez vers les tropiques, je m'en fous. Je pars sur ma musique vers des contrées cosmiques. Quand je joue, je m'envole, je m'envole, je Jouer en famille, un beau challenge, c'est le sujet de Vie de famille aujourd'hui. Nous sommes avec Delphine Maire, formée et spécialisée dans le jeu comme outil professionnel d'accompagnement de la personne. Donc on a vu qu'il y avait tout type de jeu, mais nombreux sont les bienfaits du jeu, que d'apprentissage grâce au jeu. Est-ce que vous pouvez nous dire, Delphine, un peu, on va parler de tous ces bienfaits, mais en quoi le jeu en famille est un challenge ? C'est un challenge parce que déjà, faire quelque chose en famille, c'est un challenge. Une famille, c'est des individus avec des envies, des besoins. On n'a pas tous la même façon d'aborder le jeu. On n'a pas tous la même façon, la même envie de jouer. Et pour autant, c'est un challenge qu'il est important de se fixer parce qu'on va rencontrer l'autre par le jeu. Et en famille, c'est extrêmement joyeux d'essayer d'arriver à rencontrer l'autre par le jeu, de vivre ces instants extrêmement riches où plus rien ne compte autre que de jouer et de se retrouver autour d'une activité qui peut a priori être naturelle et agréable à tous en fait. Puisqu'on disait au début, dans la première partie de l'émission, tout ça est gratuit aussi. Tout ça est gratuit. Du temps qu'on passe ensemble. C'est du temps gagné, c'est du temps, c'est un temps hyper riche. Ouais. C'est un temps hyper riche. Et ce qui est là où il y a un challenge, c'est aussi de se dire, on va rien faire d'autre. On pose les téléphones, on arrête de travailler, on est juste là pour se poser la question de est-ce que je vais mettre 1 - 2, 1 + 2 si je fais un Skyjo ? Est-ce que je mets mon 10 ou je mets pas mon 10 parce que mon frère, ma sœur, il va faire sa colonne de 3 et j'ai pas du tout envie de le faire et ça veut pas dire que je l'aime pas, c'est au contraire, je suis devenue ce joueur qui va titiller l'autre, qui va le voir d'une autre façon. C'est très riche parce qu'on va ensemble expérimenter des choses qui vont après nous procurer des souvenirs communs qui sont précieux.
des souvenirs communs et peut-être il peut même y avoir des jeux qui deviennent des traditions familiales. Ouais. Nous, on a chez nous un jeu qui s'appelle le Sea Salt and Pepper, qui est un petit jeu de cartes où on va avoir à la fois du bluff, on va jouer contre l'autre, on doit avoir un petit peu de mémoire, il y a beaucoup de hasard. Les jeux de hasard sont des super jeux parce qu'ils permettent à tous de gagner ou de perdre, évidemment. Mais du coup, on est moins dépendant d'une stratégie que tout le monde n'a pas envie d'avoir ou de donner, où tout le monde n'est pas en capacité. Et c'est vrai que c'est un jeu, quand on est tous les 5, toujours, on se fait un petit sea salt. Et c'est toujours petit sea salt et on est hyper content et on joue et rejoue. Il ne faut pas avoir peur de garder un jeu, justement, parce qu'on va s'expertiser, parce qu'on va varier nos stratégies, parce qu'on va varier les souvenirs, on va enrichir le jeu, on va tester des choses nouvelles. Les souvenirs que ça crée aussi, le jeu, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ouais. Et alors, les jeux ont un peu évolué. Maintenant, il y a beaucoup plus de jeux plus courts, donc on a le temps aussi, pendant que le dîner est en train de cuire, on a le temps de faire un petit jeu en famille aussi. On passe moins des heures. On a une grande chance aujourd'hui d'avoir des éditeurs de jeux qui ont bien compris comment la société fonctionne. Il y a une grande richesse dans la fabrication et l'édition de jeux. C'est vrai que je conseille à tout le monde toujours de se faire aider dans les magasins de jeux, dans les ludothèques, dans les bars à jeux, pour trouver des jeux qui vont être pour vous le bon jeu. Mais oui, on a beaucoup de chance parce que le Monopoly qui durait des heures, on n'a pas le temps de faire un Monopoly tout le temps. La bonne paye, ça dure longtemps. Tous ces vieux jeux avec lesquels on a tous grandi. Aujourd'hui, il y a plein de petits jeux très sympas, très rapides et qui nous permettent de se titiller, de se tester, d'expérimenter une situation. Et puis après, on va dîner. Peut-être qu'on va faire un peu la tête au début, mais ça dure pas. Est-ce qu'on peut dire que ça renforce des valeurs familiales? Parce que c'est l'occasion aussi par l'exemple, d'avoir du respect, de la patience, d'accepter qu'on soit gagnant ou perdant. Le jeu, il y a on parle du jeu de société, en fait, il y a un fort lien jeu et citoyenneté. Donc, au-delà même de la valeur familiale, on peut même aller jusqu'à la citoyenneté, de se dire quand je suis OK pour respecter une règle, je suis d'accord avec ça, je m'engage quelque part. Il y a une forme d'engagement quand on joue. Donc effectivement, le jeu est très intéressant en famille, comme dans toute société, de se dire on se met d'accord pour respecter une règle et si jamais telle ou telle règle est difficile à respecter, on peut l'adapter aussi, ou on change de jeu, parce qu'il faut respecter aussi ce respect de la règle qui n'est pas forcément simple pour tout le monde. Mais à partir du moment où j'accepte de jouer à tel jeu qui comporte une règle, eh bien, je suis un petit peu obligée de me conforter à ces codes qui sont sociaux, familiaux, et qui font qu'on progresse dans cet accès à la citoyenneté en jouant. C'est même tout petit, même un jeu de symbolique. On joue à la dinette. C'est vrai que si je sers un gâteau à ma copine qui joue avec moi, je suis contente qu'elle me dise merci. Ça fait partie des codes sociaux qu'on va développer par le jeu. Et alors, est-ce qu'il faut de temps en temps... Vous savez, on dit toujours, allez hop, on va laisser gagner le petit. C'est bien de le faire de temps en temps, mais il faut aussi qu'il apprenne à pas forcément gagner, quoi. Et puis, si on se rend compte qu'un enfant ne peut pas gagner sur une partie de jeu de règles, il y a tellement de jeux, on peut essayer de trouver un jeu où il va pouvoir gagner. Et je parlais du jeu de hasard, il y a certains jeux pour les tout petits où le hasard est très important, qui permettent de ne pas laisser gagner, c'est le hasard qui va faire que. Après, j'ai envie de dire, apprendre à gagner ou à perdre, ça fait partie de la vie, et certains vont hyper investir la victoire. C'est tout aussi... Alors, questionnant, non, mais on peut se dire, voilà, c'est du fictif. Donc oui, t'as gagné, mais bon, voilà, t'as gagné à ce jeu-là comme la défaite. Après, il y a les jeux coopératifs, c'est intéressant en famille. Quand vous voyez un enfant pour qui c'est compliqué, parce que ça peut arriver, que ce soit compliqué de gagner ou de perdre, un enfant qui n'est pas très bien dans ses baskets, le jeu coopératif où là, c'est toute la famille qui va jouer contre le jeu, ça, c'est très intéressant. C'est des jeux, il y en a plein. Ah oui. Et là, on va jouer ensemble contre le jeu. Donc, on va gagner ensemble ou on va perdre ensemble. Et ça permet aussi de tempérer un peu la frustration et les émotions. Et il y a aussi pas mal le jeu permet aussi beaucoup d'interactions intergénérationnelles. Oui. Donc ça, c'est quand même les différentes générations qui se rencontrent. Oui. C'est cadeau. C'est cadeau. Le jeu a un fort impact culturel, une grande finalité culturelle. Je donne de ma culture quand je joue. Je le vois dans certains ateliers effectivement intergénérationnels où on ne sait pas quoi faire finalement avec son ancien. On a du mal. Je vois des jeunes qui arrivent dans les EHPAD où je travaille. Ils discutent, mais la personne, elle n'entend plus très bien, etc. Le jeu, c'est un
lien qui est merveilleux parce qu'on se retrouve autour d'un domino quand la personne âgée en est encore capable. On se retrouve autour d'une bataille, on se retrouve autour d'un jeu de loi, on se retrouve autour d'un... Et oui, pour ces ponts-là et faire ensemble. Moi, je trouve que le lien social, c'est quand on fait les choses ensemble. Et le jeu, on va faire ensemble. On va partager un instant, on va partager un moment. Comme on disait, on va se créer des souvenirs, on va se connaître, on va voir sa personne âgée qui va être pas du tout comme elle est au quotidien, où elle va être toute gentille et toute mignonne, et puis là, elle va vous piquer votre carte. C'est génial, on a un regard sur l'autre qui est très différent, et le jeu permet tout ça. Donc les petits-enfants peuvent observer leurs grands-parents, comme les grands-parents, il y a un côté magique aussi, d'avoir le temps de regarder les enfants jouer. Et puis de voir qui on est par le jeu. Le jeu, on dit souvent, ça c'est une petite règle dans le monde du jeu, de dire que la règle du jeu JE prime sur la règle du jeu JEU. Et ça, je trouve ça génial parce que je me rends compte en jouant avec des personnes qui perdent un peu de leurs compétences cognitives, motrices, à quel point elles sont toujours là. Et j'ai eu un jour la visite d'une petite fille qui est venue voir, qui était là quand je jouais avec ses grands-parents et qui m'a dit cette phrase qui m'a énormément touchée. Elle m'a dit « C'est fou, je les retrouve quand je les vois jouer. » Ça, c'était un beau cadeau. Merci pour cette belle phrase de conclusion qui nous montre qu'à tout âge, jouer est important et vertueux. Merci Delphine Maire de votre présence dans Vie de famille aujourd'hui. Merci à vous. N'hésitons pas à jouer avec nos enfants, nos parents, nos amis. Les jeux offrent un cadre interactif et joyeux qui favorise la création de souvenirs durables, renforçant ainsi les liens de manière significative. Et n'oublions pas de nous ennuyer pour faire naître la créativité et qui sait, peut-être, créer un jour un jeu qui sera primé au Festival de Cannes, une année en février. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine. C'était Vie de famille.